Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une approche qui est en train de transformer notre manière de voir l'accompagnement des personnes avec un trouble du développement intellectuel. C'est un vrai changement de regard qui ne se concentre plus sur les limites, mais bien sur le pouvoir d'agir et la qualité de vie. Tout commence par cette question. Elle a l'air simple, mais en fait, elle est fondamentale. Accompagner, est-ce que ça veut juste dire protéger ou gérer, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond, qui touche à la participation et à l'épanouissement? Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de mentalité. D'un côté, on avait un modèle centré sur ce que la personne ne peut pas faire, donc sur la protection. De l'autre, on a une nouvelle approche qui vise à renforcer les capacités à viser la participation. On ne gère plus un trouble, on accompagne une personne dans tout ce qui la rend unique. Alors, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, le TDI, c'est important de le préciser, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble du neurodéveloppement. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des limitations importantes dans le fonctionnement intellectuel et dans la capacité à s'adapter au quotidien. Et le point clé, c'est que ça apparaît pendant l'enfance, durant la période de développement. La première étape de cette nouvelle approche, elle peut paraître évidente, mais en réalité, elle change tout. Il s'agit de voir la personne avant de voir le trouble. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire s'intéresser pour de vrai à la personne. Quels sont ses goûts ? Comment est-ce qu'elle se perçoit elle-même ? Quel est son propre rythme, son niveau d'énergie ? Est-ce qu'elle se sent bien là où elle est ? Sans cette base de respect, en fait, tout l'accompagnement risque de passer à côté de l'essentiel. Et attention, cette approche, ce n'est pas quelque chose qui se fait en solitaire. C'est un véritable partenariat. Une collaboration où l'expertise de la personne elle-même, la connaissance hyper précieuse de sa famille et les compétences des professionnels vont s'associer pour construire un projet qui a du sens. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. C'est le concept central des recommandations actuelles, l'autodétermination. L'autodétermination, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? C'est la capacité d'être le premier acteur de sa propre vie, de pouvoir faire des choix petits et grands, de prendre des décisions qui comptent, sans être tout le temps sous le contrôle ou l'influence des autres. C'est vraiment le droit fondamental à l'autonomie. D'accord, mais comment on y arrive ? Eh bien, ce n'est pas magique. Il y a des étapes assez claires. D'abord, il faut renforcer l'estime de soi, en reconnaissant le potentiel. Ensuite, il faut donner l'occasion de vivre des expériences, de faire des choix en situation réelle, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Le troisième point est absolument crucial. Trouver le juste milieu entre la sécurité et la surprotection qui, elle, peut empêcher de grandir. Et puis, bien sûr, il faut un environnement stimulant et un soutien qui s'inscrit dans la durée. Bien, maintenant qu'on a vu la philosophie générale, regardons comment tout ça se traduit en outils concrets pour aider à construire une vie plus riche. Et la base de tout, le point de départ de l'interaction sociale, c'est bien sûr la communication. C'est la clé pour pouvoir s'exprimer et participer. Ici, l'idée principale, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut trouver les bons outils pour la bonne personne. La cohérence est aussi super importante. Il faut que tout l'entourage parle le même langage. Et évidemment, il faut créer des occasions d'échanger pour s'entraîner en quelque sorte à interagir avec les autres. On passe maintenant à la cognition. Et là aussi, l'idée, c'est de changer de regard. Ne pas voir ça comme une liste de difficultés, mais plutôt comme un terrain de jeu pour l'apprentissage. Pour qu'un apprentissage fonctionne, il faut qu'il ait du sens, qu'il soit connecté à la vraie vie. C'est aussi essentiel d'adapter le rythme pour ne pas mettre la personne en échec, de bien consolider ce qui est déjà su, et surtout, de célébrer chaque progrès. C'est ça qui nourrit la confiance et qui donne envie de continuer. Et cette même logique, elle s'applique aussi à des choses comme la lecture ou le calcul. Le but, ce n'est pas de réussir un examen, c'est de s'en servir dans la vie de tous les jours. Comment on rend ça concret ? En utilisant des situations du quotidien, tout simplement. Faire ses courses, ça demande de compter, lire une recette, suivre le programme télé. En reliant ces apprentissages à ce que la personne aime faire, ça devient tout de suite beaucoup plus motivant. Enfin, un accompagnement vraiment global doit aussi prendre en compte l'expérience physique et sensorielle de la personne. On a tous un profil sensoriel unique. Eh bien, c'est la même chose ici. Adapter l'environnement pour éviter une surcharge de bruit ou de lumière, par exemple, ça peut changer la vie au quotidien. Et de la même manière, l'activité physique et le travail sur la motricité, c'est fondamental pour le bien-être général. Alors bien sûr, tout ce dont on vient de parler n'est possible qu'avec un réseau solide autour de la personne. C'est ce qu'on appelle le cercle de soutien. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre à quel point les rôles de la famille et des professionnels sont complémentaires. La famille, elle a une connaissance intime, une mémoire, un lien affectif que personne d'autre ne peut avoir. Les professionnels, eux, apportent des méthodes, des outils, un regard extérieur. L'un n'est pas plus important que l'autre, c'est l'alliance des deux qui est puissante.
Et ce partenariat, ce n'est pas juste une idée, hein, ça se vit au quotidien. Ça veut dire qu'on construit les projets ensemble, qu'on partage les infos en toute transparence et qu'on se soutient mutuellement. C'est un vrai travail d'équipe basé sur la confiance. On arrive au bout de cette exploration. Alors après tout ça, quel est le but ultime de cette démarche? Vers quoi est-ce qu'on tend? Et voilà, le message essentiel, il est là. Le but, ce n'est absolument pas de créer un monde séparé, une bulle surprotégée. C'est de donner les clés, les outils, pour que la personne puisse prendre sa place dans le monde de tout le monde. C'est une question d'inclusion et de citoyenneté. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui en fait nous concerne tous. Au-delà des familles, au-delà des professionnels, comment est-ce que nous, en tant que société, on peut devenir plus accueillant, plus adaptable, pour que chacun, vraiment chacun, y trouve sa place? C'est une réflexion qui reste ouverte. Merci pour votre écoute.